Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. École du libertinage universitaire. Je cherche dans ce chapitre à me rendre à moi-même un compte aussi exact que possible des obstacles qui gênent la compréhension de la littérature dite libertine des Lumières. Il ne s'agit en aucune façon d'un état présent des études sur le libertinage, où chacun devrait figurer en raison de son rang et de ses mérites, bibliographiques, saupoudrés par mes prédilections. Il est question de méthode, en termes consacrés, d'obstacles épistémologiques, nullement d'individus et de statistiques. Encore moins d'exhaustivité. L'abondance de biens ici ne sert de rien. Publications, thésards dit maintenant doctorants, séminaires et centres de recherche, colloques, adresses électroniques. Je rencontre donc d'abord l'idée de tradition. J'entends par là l'hypothèse, tenue souvent pour si évidente qu'impensée, d'un lien naturel, à tout le moins préliminaire, entre libertinage du XVIIe et du XVIIIe siècle. 1. Le principe de continuité. Qu'appelle-t-on libertin du siècle classique ? Des individus, des auteurs, des textes, qui par les mœurs, par les propos, s'écartent de l'orthodoxie chrétienne. Et décrété libertin celui qui, par ses actes et ou ses idées, se libère de certains canons religieux dominants. En droit romain, le libertinus était un esclave affranchi. L'université, depuis le milieu du XIXe siècle, reprend par conséquent à son compte un terme forgé par l'institution cléricale dans la rage, la peur, l'obsession séculaire, millénaire du contrôle des corps et des têtes, dans l'espérance de la purification, pieuse progéniture de la dénonciation vertueuse. À nous le feu, le fer, la prison, la torture, l'intimidation, la censure, prémices terrestres du châtiment divin. Quand l'Inquisition, comme en France, fait défaut au bras de Dieu, on s'adresse au glaive royal. Pascal raisonne, si vous croyez seulement que 2 et 2 font 4, pariez sur Dieu, le Dieu chrétien, et vous gagnerez à tout coup à la grande loterie des croyances sans rien perdre. Ou si peu. Les bons pères et les braves curés tonnent et sonnent le tocsin. En 1623, Garas s'y est fait un nom à la force du muscle et du gosier. C'est leur métier depuis 312, année providentielle, année béate. Le libertinage est le drapeau, le chapeau, le fourre-tout des méchants. Dieu les punira ? Certes. Mais ils troublent ici-bas les familles, séduisent les jeunes, égarent les femmes, menacent l'État par la quille. Que le libertinage en dise long sur l'institution cléricale en elle-même et au temps de la contre-réforme, sur l'idéologie de l'État absolutiste en construction, sur les mentalités, sur les suites multiples de la Renaissance, sur les répercussions de la science nouvelle en gestation, sur les horribles dangers de l'imprimerie, etc., qui le niera ? Si l'on crie si fort contre les libertins, il faut bien entendu se demander pourquoi l'on eut tant besoin de crier et de se faire peur. Comme à Moscou sous Staline, et en France sous la Révolution. Et nous-mêmes, faute de loups-garous, de libertins, de sorciers, de juifs sacrificateurs, ne nous faut-il pas des immigrés, des terroristes, des amateurs d'enfants, des antisémites grouillants qui aiguisent leur lame ? Mais un fantasme, aussi social et digne d'étude soit-il, ne nous donne pas accès à ce dont il prétend parler. Il nous dit beaucoup sur qui l'énonce, peu sur ce qu'il dénonce. Le propre d'une institution aussi organiquement tyrannique que l'Église chrétienne, d'autant plus ardente qu'ébranlée, d'autant plus assurée que porteuse de la vérité éternelle et du salut de l'humanité, c'est l'amalgame et le tir à tout va. Le premier problème est donc la cohérence du fameux libertinage. Ce mal d'où viennent tous les mots, retournés depuis, lumière oblige, en label flatteur et libérateur. De cette cohérence, les spécialistes discutent inlassablement. Remarquons sans nous emmêler ici, qu'il y a forcément entre les pensées et les modes d'écriture d'une époque une certaine cohésion, qu'on poussera ou non jusqu'à l'épistémée foucaldienne. On ne peut pas, à une époque donnée, s'écarter librement de ce qu'on appellera pour faire vite l'idéologie dominante, en l'occurrence le christianisme classique avec toutes ses tensions internes, en brisant à la force herculéenne du poignet les cadres intellectuels, les schèmes mentaux, rhétoriques, stylistiques. Les penseurs dits libertins pensent et écrivent forcément contre et avec, dans et à côté. Admettons par conséquent, à titre d'hypothèse, l'existence d'une pensée libertine cernable, dès le XVIIe siècle, par un certain nombre de critères à définir exactement, on en est loin. Il en résultera 2 questions. 1. En quoi cette postulation nous aide-t-elle à mieux comprendre chacun des individus, auteurs, textes pris en compte ?
car tout acte libertin ne fait pas une idéologie libertine et tout auteur ne produit pas des textes homogènes et superposables. 2. En quoi l'existence supposée d'un tel libertinage nous aide-t-elle à mieux comprendre le libertinage des Lumières ? Sur le premier point, je crains fort que le drapeau libertin, certes séduisant, certes marchand, recouvre plus qu'il ne découvre les différences de traits. Preuve presque trop spectaculaire, l'anthologie procurée par J. Prévost dans la Pléiade, libertin du XVIIe siècle, Gallimard, t. 1 1998, t. 2 2004, dont on ne se débarrassera pas avec une moue de dédain navrée ou moqueuse. Quel rapport en effet entre Gassendi et tel texte obscène, sinon qu'il pouvait déplaire à l'Église et répondre à l'idée convenue du libertinage, ce dévergondage des mœurs et des idées. Le fait que la Motte Levaillé ait écrit des textes obscènes, qui semblent plonger les spécialistes dans de mystérieuses méditations et lévitations, nous dit-il quoi que ce soit de pertinent sur ses autres productions, et réciproquement ? Les traductions pieuses de Corneille nous aideraient-elles à mieux comprendre ces tragédies ? La démonstration ne manquerait pas de sel, mais je ne désespère pas de la lire. Bref, qu'aura-t-on appris de plus en obligeant tous ces textes à coucher malgré eux dans le même lit, pour confirmer qu'il est bien né dans l'étable humaniste devant Roi-Sage et Anne en Ruth, un superbe enfant naturel, baptisé Libertin l'Ancien, et né d'une brillante lignée d'audacieux lurons, érotomanes et érudits par tradition familiale ? Quant au deuxième, qui fonde mon objet, je ne vois pas du tout en quoi Naudet, Théophile de Viau, Cyrano de Bergerac, l'École des filles ou l'Académie des dames, Vénus dans le cloître, m'aident par leur rassemblement pittoresque à saisir le libertinage de Crébillon et Laclos. En revanche, je discerne nettement mieux en quoi l'idée d'une telle tradition empêche d'aborder sainement la question qui m'occupe. Preuve. À nouveau deux anthologies facilement consultables, celle de R. Trousson dans la collection bouquins romans libertins du XVIIIe siècle, Lafon, 1993, et celle de P. Waldlazowski dans la Pléiade romancier libertin du XVIIIe siècle, Gallimard, t. 1 2000. Pris dans les raies de cette idée préconçue, pseudo-naturelle, ni l'un ni l'autre dans leurs immenses préfaces n'imaginent qu'il conviendrait peut-être de se demander d'abord si le libertinage des Lumières, dont ils fabriquent pourtant le rassemblement largement indéfini, et du coup quasiment infini, pourrait bien être de ses propres œuvres. Voilà donc deux anthologies monumentales qui oublient tout bonnement, bourde qu'on sanctionne chez les élèves, de se poser la question de leur commencement. Elles reposent par conséquent sur un contrat de confiance qui ressemble fort à un coup d'autorité, ce que Naudet, autre libertin classique, appelait des coups d'État. Croyez-moi, je suis savant. Mais cette morale est bonne pour les jurys d'examen, pas pour l'espace public raisonnable dont rêvait Kant. J'ajoute pour être exact, que l'affaire se gâte nettement de la première à la seconde anthologie. Halte là, me crieront les gardiens du temple de la recherche, mot solennel qui désigne tout simplement les textes à label universitaire, c'est-à-dire truffés de notes moins drôles que celles de Gépérec dans son fameux pastiche. Vous n'avez pas le droit de vous contenter d'anthologie, opération de vulgarisation, opération éditoriale, fussent-elles prestigieuses et dignes assurément de couronner une carrière universitaire. Il faut pourtant préciser que R. Trousson est un remarquable spécialiste du XVIIIe siècle, que J. Prévost et P. Waldlazowski, autant que je sache, ont consacré leur vie au libertinage, ou du moins à son étude, que ces précieux rassemblements fixent commodément et sûrement l'état de la critique à un moment donné, qu'ils incarnent pour des décennies ce que libertinage veut dire aux yeux du public cultivé, celui auquel s'adresse, si je ne m'abuse, la littérature passée et présente que l'université se donne mission de commenter. Mais soit. Tournons-nous vers un tout récent colloque XVIIIémiste. Il se tint à Grenoble, en septembre 2002, en vue, selon le très alléchant programme, d'examiner une fois de plus, d'un œil cette fois décidément critique, l'embarrassante problématique, le mot revient sans cesse, du libertinage des Lumières. Sans doute en raison d'un petit livre sur Laclos, j'eus l'honneur d'y participer. Il s'agissait donc de considérer les emplois du terme et de ses équivalents, les frontières et territoires, les tenants et aboutissants, et même aux surprises bienvenues, les anthologies. Je me jetai sur ce sujet inaugural, mais il était déjà retenu par un XVIIIémiste d'exceptionnelle qualité. Le malheur, où je pressens la main rarement innocente du diable, voulut que notre éminent collègue changeât de sujet en cours de route. Sauf distraction de ma part, hélas non absolument improbable,
il ne me semble pas que nous ayons fortement éclairci la question. Pour les raisons, je renvoie au point 6 de ce chapitre. Pour la vérification aux actes du genre libertin au XVIIIe siècle, sous la direction de J. F. Perrin et P. Stewart, 2004 des Jonquer. Je reviens à mon second point, ce que l'approche des Lumières gagne à s'accrocher au libertinage antécédent pour former un train plus imposant, plus compact, mieux assis sur ses rails. En fait, mes deux questions se rejoignent alors opportunément. Il me paraît en effet bien plus profitable de procéder à rebours, en partant du XVIIIe vers le XVIIe. Pour jouer au pédant, je crois me souvenir que Marx conseille la même méthode dans sa contribution à la critique de l'économie politique. Au lieu de postuler une homogénéité, quelle qu'elle soit, du libertinage, suspendu au seul fil d'un mot, je vais alors devoir distinguer des types de textes, des filières et matrices textuelles. Il me semble dès lors que le XVIIe lègue au siècle suivant. 1. Des textes conceptuels, dits libertins, ou libertins érudits, ou libertinistes, qui s'interrogent sur la politique, la religion, la philosophie, la morale. Au XVIIIe, comme chacun sait, on a pris l'habitude, que nul n'est aujourd'hui en état de changer, d'appeler philosophique ce genre de texte. Imagine-t-on une anthologie regroupant sous le titre de libertins du XVIIIe siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Condillac, Dolbar, Helvétius, Crébillon, Laclos, Duclos, le portier des Chartreux, Margot la Ravaudeuse, etc. À preuve, je prie qu'on m'en excuse, les titres de nos deux anthologies dix-huitiémistes, romans, romanciers libertins du XVIIIe siècle. Conclusion imparable, ce qu'on appelle libertinage des Lumières, ce sont uniquement des récits fictifs dits libertins. Le même mot sur 2 siècles, recouvre par conséquent des textes hétérogènes, des découpages clairement différents. On fait comme si l'homonymie renvoyait à une homologie, qu'un simple regard rétrospectif fait s'évanouir. On ne peut que s'étonner de la simplicité désarmante de cet obstacle épistémologique, si peu redoutable, bien que terriblement efficace. Remarquons que les anthologistes dix-huitiémistes sont bien mieux lotis, en dépit d'eux-mêmes, que leurs confrères classiques. Par la grâce de l'exceptionnelle fécondité des romanciers des Lumières, qu'il conviendrait d'expliquer autrement que par la trop commode montée du roman, ils n'ont à travailler que sur un seul territoire générique, la fiction narrative. Tout le reste est passé au compte de la philosophie. Le malheureux J. Prévost n'a pas eu cette chance. 2. Des textes que j'appelle obscènes, pour ne pas entrer dans la vaine discussion sur l'érotisme. Il s'agit de récits tels Le Rut ou La pudeur éteinte, de Pierre Corneille Blessebois, 1676, qui mettent en scène la recherche du plaisir sexuel. Au XVIIIe, ils se multiplient et se diversifient comme le célèbre portier des Chartreux déjà cité. 3. Des textes philosophico-obscènes, qui articulent plaidoyer raisonné en faveur d'une libre jouissance des corps, posés comme conformes à la nature, et des applications pratiques aussitôt décrites. L'école des filles, l'Académie des dames transmettent cette structure bien huilée, voire libertin du XVIIe siècle, t. 1. À Thérèse philosophe comme à la philosophie dans le boudoir. On ne s'étonnera pas de voir des lettrés, profanes ou non, formés par l'école ou le séminaire aux pros et contras s'adonner à ces plaisants exercices. Ainsi de la Motte Levaillé, et de l'abbé Barin, auteur clandestin de Vénus dans le cloître. 4. Des récits pseudo-libertins tels ceux de Madame de Villedieu, Bussy, Hamilton, Chasles. Il me paraît clair qu'on ne sert pas ces textes et ces auteurs, pas plus que Crébillon, en les coiffant du même couvre-chef. Car ils dissimulent leurs traits respectifs dans une ombre opaque, celle d'une nuit conceptuelle qui rend uniformément gris peau et pelage. Qui trop étreint. Ni le chevalier de Gramont raconté et célébré par son beau-frère Hamilton, ni le personnage de Dupuis dans la 7e histoire des illustres françaises, pourtant défini comme un libertin dans le roman de Chasles, les deux textes paraissent en 1713, ne sont des libertins à la Crébillon, à la Laclos. Pur effet de retour, de réverbération anachronique, qui brouille la compréhension. Symétriquement, se rabattre à la manière de R. Trousson et P. Wald Lazowski dans leur préface, comme devant une nécessité épistémologique implacablement contraignante, imparable, sur les emplois de faits très larges au XVIIIe du terme libertin age. En relève texte obscène, philosophico-obscène et texte conceptuel plus ou moins audacieux, n'a d'intérêt qu'au regard d'une sémantique purement historique. Il est intéressant sans plus de se demander comment, ou quand par qui s'effectue l'usage des termes libertins voluptueux licencieux, etc.
dans les revues, les correspondances, les librairies, les bibliothèques, les bureaux de la censure, les codes et arrêts de justice, les archives policières, les dictionnaires. Mais qu'espère-t-on de ces laborieux dénombrements, dont je suis loin de méconnaître l'effort consciencieux? La sémantique d'époque ne peut se substituer à l'analyse, pas plus que les catégories polémiques de l'Église à nos propres conceptualisations. Il n'est pas inutile de savoir que Diderot ou tel libraire aurait pu ranger allègrement dans le même sac terminologique Thérèse philosophe et les pensées philosophiques. Cela ne nous dispense pas de les distinguer si besoin est, c'est-à-dire pour notre propre compte. Sommes-nous tenus de considérer les déistes, théachéistes comme des athées, sous prétexte que cela fit incontestablement plaisir aux porte-paroles de l'Église d'antan? Sommes-nous contraints de croire que le libertinage d'idées entraîne fatalement le dévergondage des mœurs, s'il n'en procède pas plutôt, comme le prouverait excellemment selon des dictionnaires antiphilosophiques, le cas providentiel d'un certain Voltaire? Je ne comprends tout simplement pas pourquoi R. Trousson et P. Walde Lazowski, butant sur ce petit caillou pointu, l'usage historique d'un mot, en font un rocher qui les écrase et les laisse pantelants. Il suffirait de changer de chaussures, ou de se fortifier la plante des pieds. Bref, l'idée d'une cohérence transséculaire du libertinage comme composante structurelle de l'Ancien Régime, mourant de sa belle mort avec la monarchie, aux marches de la Bastille et de l'échafaud, c'est Reichler, L'âge libertin, les éditions de Minuit, 1987, risque de se révéler incapable de fournir le moindre outil heuristique. Cela revient, me semble-t-il, à confondre la clé et le porte-clés. Or l'expérience si chère au grand Hume tendrait à prouver qu'il est assez difficile d'ouvrir toutes les serrures avec un porte-clés, même richement serti. Il faudrait par conséquent expliquer le succès de ce petit essai assez chiche en idées, mais constamment cité par les plus graves spécialistes. Je n'entrevois qu'une raison. Il conforte le présupposé de la tradition. Convient-il alors de parler, chez les littéraires, d'une opiniâtreté historiciste, soutenue par le prestige de la longue durée? Ce n'est pas impossible. Je crains pourtant que le mal soit plus profond et peut-être moins prestigieux, voire I6. 2. Le principe sociologique. La seconde tentation devrait se traiter plus vite, faute à ma connaissance, de livres vraiment crédibles. Mais il ne faut jurer de rien. Elle ne consiste pas cette fois à s'abriter sous l'aile duveteuse d'un mot pris pour la chose, et supposé pondre ses œufs durant 2 siècles, mais à exhiber une relation conçue par l'observateur moderne. Il est en effet séduisant et au fond logique, de rapporter le libertinage, notamment celui des Lumières, à l'aristocratie, son esprit et son destin. On dirait alors à peu près ceci. Parqué et domestiqué à la cour, barré par la bourgeoisie montante, quand diable se décidera-t-elle à redégringoler enfin pour qu'on puisse la regretter, contrôlée en province par les représentants royaux, disciplinée par les procédures de l'armée et de l'administration moderne, policée par la sociabilité mondaine agréable aux femmes, soi-disant anémiée économiquement, cette couche déclarée déclinante transporterait ses rêves et ses valeurs frustrées dans les codes du libertinage amoureux. Mort brutale par oukase monarchique, du duel à mort entre orgueil irascible. Qu'à cela ne tienne, le libertinage offre une carrière aux joutes masculines autour des femmes. L'instruction, l'argent, le travail veulent balancer la naissance? Le libertinage n'accapare et ne distingue que les mondains oisifs, les guerriers au repos, les femmes exquisement désœuvrées rêvant au fond des boudoirs. Loin du peuple, loin du roi, le grand jeu libertin, cette chasse aristocratique, offre un exutoire autonome à un ordre qu'on imagine sans trop de peine confronté aux transformations sociales et politiques. On pourrait décliner de plusieurs façons ce paradigme sans conteste attirant. Peu importe. Il paraît en état de rendre compte de l'ordre des choses, et notamment du retard apparent de la littérature sur les faits, qui se mettent en place bien avant le XVIIIe siècle. Il aurait fallu en effet, pour que le réel et la fiction se rejoignent enfin, le terme tant attendu du joug Louis XIVien, le brusque débondage de la Régence, la baisse du prestige de la cour, le recul du religieux, etc. Alors le libertin prend le pas sur le courtisan et l'honnête homme, le libertinage se met en système, en code du nouvel honneur mondain. La littérature peut s'en emparer et lui donner tout son éclat, toute sa dureté de diamant noir. On constate que dans une telle interprétation,
Ici librement reconstruite, le flambeau passe du premier ordre au second, de l'Église à la noblesse, des séminaires au monde, de la théologie à la politique, des idées aux mœurs. Le libertinage des Lumières pourrait apparaître comme la dernière flamboyance aristocratique, sa dernière contribution à la culture, son rêve ultime avant la chute dans le monde moderne d'après 1789, ses trivialités citoyennes et marchandes. Je ne me propose pas de discuter du bien fondé de chacun de ces motifs, au regard des connaissances historiques. Il y aurait beaucoup à dire. Comme pour l'hypothèse précédente, je fais mine d'accepter la légitimité du principe sociologique. Qu'en résulte-t-il ? Que je dispose bien d'une interprétation générale fort attrayante, mais incapable cette fois de faire le lien avec le libertinage classique. Effet paradoxalement inverse et symétrique de la solution précédente. Là où l'hypothèse de la cohérence globale du libertinage tentait, sur 2 siècles, de brasser ensemble les divers types de textes libertins au risque majeur de les uniformiser, le paradigme sociologique échoue à rendre compte de faits troublants, qui d'ailleurs ne risquent guère de l'émouvoir. À cette hauteur, les détails s'estompent, les reliefs se fondent en un agréable clair-obscur. Par exemple, le chevalier de Gramont, héros d'Hamilton, est bien un aristocrate, désargenté qu'Arcadet, mais nullement le Dupuis de Chasles. Les récits obscènes s'occupent essentiellement de roturiers et de religieux subalternes au XVIIe comme au XVIIIe. Il faudrait l'expliquer. Et si l'appartenance aristocratique caractérise indiscutablement un trait très visible du récit crébillonien, est-ce le seul ? Est-ce le principal ? Suffit-il à cerner l'invention de Crébillon, si invention il y a comme je le crois ? À ces questions, qui devraient apparaître comme des requisites, force est de reconnaître que le principe sociologique peine à répondre. Parce qu'il n'a par définition que peu de prise sur les textes littéraires ou philosophiques, et que ces menus tracas l'indiffèrent en vérité, nous le savons bien. En l'occurrence, il postulerait des inadéquations inévitables, prévues par la théorie et les statistiques, entre le réel qu'il occupe et la fiction livrée aux fantaisies individuelles. Il essuierait d'un geste las de garçon de café les flasques bavures textuelles sur l'impeccable marbre des choses bien pensées. Est-ce la faute du sociologue égaré en littérature si les mots cafouillent et brouillent l'idéal type intelligible ? N'omettons au demeurant pas de rappeler que cette interprétation aristocratique du libertinage peut se réclamer à bon droit des acteurs historiques, tels Robespierre ou Madame de Staël, ennemis politiques mais amis de la vertu sous garde divine, pour ne pas remonter au grand seigneur méchant homme immortalisé par Molière. Elle survole brillamment son objet, mais ne permet pas d'y entrer facilement. Elle l'épuise avant même de pouvoir l'examiner, par excès de brillance. Elle éblouit quand on voudrait comprendre. L'hypothèse de la continuité n'est qu'une étourderie d'écolier, sans poids ni consistance, et cette légèreté fait peut-être toute sa force de résistance. Le postulat sociologique nous étourdit, tel un coup de poing jailli du ciel. On me reprochera avec quelques raisons d'expédier mon affaire sans excès de scrupules. Reprenons l'exemple quasi idéal d'Hamilton et Chasles en 1713. Il est certes assez difficile à première vue de rattacher les actes, pensées et discours du roturier Dupuis à un ethos aristocratique si net chez Gramont. Mais difficile n'a jamais voulu dire impossible. On pourrait recourir à une sociologie de l'imitation, contemporaine de la naissance de la discipline, il y a un bon siècle. N'ai-je pas moi-même, dans un article déjà ancien, souligné la prégnance de l'honneur dans la logique du parcours de Dupuis ? Prégnance qu'on peut gloser par le traité déiste et rationaliste attribué depuis peu à R. Chasles, à tort ou à raison. Difficulté sur la religion proposée au R. P. Malebranche, vers 1710, où l'honneur joue le rôle de lien social retiré par le déisme pur et dur à la religion chrétienne et à tous les faux cultes. Mais ce fondement théorique, d'ordre universaliste et rationaliste, pose alors un délicat problème de raccord avec l'individualisme exacerbé de Gramont, voire de l'éthique nobiliaire en général, plutôt tenté par les légitimations historiques, oni, antichristianisme oblige, par l'auteur des difficultés. Quel qu'il soit. Cette difficulté ne clôt pourtant pas la question. Elle pourrait au contraire conduire à une autre approche, qui procéderait par distinction plutôt que par reproduction imitative du modèle aristocratique hors de l'ordre titré, car on oublie souvent que la vertu d'honneur accourt en changeant de contenu, dans toutes les couches de la population d'Ancien Régime,
à l'exception peut-être du clergé, voué à l'obéissance baptisé humilité? Mais là aussi, il faudrait vérifier. On postulerait alors la coexistence d'un libertinage nobiliaire et d'un libertinage roturier, qui se défont d'ailleurs tous deux chez Arnilton et Schall, dans L'amour et le mariage. La question est de savoir si le miraculeux duo de 1713 peut servir de guide efficace pour une traversée du siècle. J'en doute. De Dupuis à Margot la Ravaudeuse, le chemin semble long et tortueux. On pourrait y revenir avec Crébillon, pour évaluer précisément son apport, ou à propos de Rétif, chantre des vertus paysannes perverties par les cités. Mais Rétif a-t-il écrit des romans libertins? Pétestu, le meilleur spécialiste, en doute. À juste titre. Il demeure qu'à ma connaissance, ces questions n'ont été posées ni par les spécialistes de Schall, ni par ceux du libertinage. La 7e histoire des illustres françaises ne figure dans aucune des anthologies Lafon et Gallimard, malgré sa date, 1713, et la désignation explicite du héros comme libertin. Chacune démarre peu ou prou sur Crébillon, sinon sur le même texte, sans la moindre explication. En ai-je fini avec ce point annoncé court? Pas tout à fait, car un lecteur sortant brusquement de son rôle hypocritement modeste me retient par la manche. Vous croyez manifestement en avoir terminé à votre avantage avec cette ostentation d'objectivité. Mais puisque vous affirmez l'inconsistance de la première hypothèse sur le libertinage, ce que vous appelez le présupposé de continuité si j'ai bonne mémoire, et la séduction de la seconde, auriez-vous l'obligeance d'expliquer le succès de l'une et le discrédit de l'autre? À moins que vous osiez nier le fait? Diable! J'ai beau me dégager assez vivement, ne supportant pas d'être agrippé, je ne peux ni nier le fait, assez patent, ni esquiver désormais l'impertinent questionnement. Je n'imagine qu'une issue, donnée pour ce qu'elle vaut. Le paradigme sociologique ne peut impulser que des recherches sur la ou plutôt les noblesses. Elle relève des historiens professionnels, et le beau modèle idéal typique risquerait de s'y exposer vite aux bosses et plaies. En revanche, l'idée de continuité n'appelle ni fouille des archives, ni constitution de modèles, ni même aucune discussion un peu serrée de quoi que ce soit. Il suffit de s'abriter derrière un mot et ses emplois. Or en lettres, la recherche n'a pas de temps à perdre. Il y a tant de choses urgentes à observer à propos du libertinage. On ne sait où donner de la tête, par quoi commencer. Les vêtements portés ou défaits, les sièges d'hiver pour ébats pervers, les voitures, ces boîtes érotiques ambulantes qui font encore rêver Flaubert et les vétérans aux reins cassés des sleepings, les collations, les petites maisons, boudoirs, cabinets, couloirs, alcôves, cellules, bosquets, escarpolettes, bordel à tout prix, mais sans gaz aux étages, Galta des pauvres, coins sombres, terrains vagues, pierres tombales et cimetières, hôpitaux, prisons, palais, châteaux, boutiques et arrière-comptoirs, qui spécialisent et hiérarchisent le commerce sexuel, les petits métiers annexes et les ustensiles qui facilitent la vie libertine déjà bien assez agitée, les mains, les gorges, les fesses et pieds, les... Passons. Et puis les peaux lisses, lasses, louches, rouges, vous avez dit rouge? Ah messieurs et chers collègues, la rougeur, quel immense chantier pionnier en pleine effervescence, en complet renouvellement. Elle appelle aussitôt, vous le comprenez bien, le recours à la physiologie, aux dictionnaires et théorèmes médicaux de l'Antiquité aux Lumières, et puis les comptes rendus éperdus, les textes égarés, oubliés, sans adresse, les reliures, et puis les gravures qui ont le bon goût de changer selon lieu et date d'édition, et puis les postures que la science demande de répertorier, classer, scruter loupe en main, et puis les mots et tournures qui migrent très bizarrement et sans crier gare d'un roman à l'autre, qu'une bonne police doit enfin surveiller. Immense continent vierge dont on ne connaît que les côtes, montagnes de thèses sous l'horizon bleuté, conurbation gigantesque de colloques en réseau, en grappe, en boucle, séminaires stellaires sans trou noir, écoles doctorales, échanges internationaux, transports, rapports et contre-rapports, aéroports, export-import. Lire un roman libertin autrement que le vulgaire passe, qu'on le sache, par la maîtrise de l'architecture, de la médecine, des modes de transport, du textile et de la couture, de la rhétorique, de la stylistique, des us et coutumes, des airs et chansons, des arts plastiques, de l'imprimerie, de la censure, de la police, de la prostitution, de la mode. Brisons là ce rêve sociologique ou encyclopédique, mirage des éditions savantes, et parlons clair et net. Qu'importe que le principe sociologique postule ou pas une continuité entre siècles, puisque cela n'engage à rien, strictement à rien. Par quel miracle? Mais tout simplement par la grâce de la bienheureuse division du travail et des postes selon le partage des siècles, scrupuleusement respecté,
Dieu soit loué, par les anthologies et leurs maisons d'édition. 3. Le principe d'inclusion. On peut cependant partir de plus haut que l'observatoire sociologique, étreindre à bras plus ouverts. J'évoquerai ici 3 postures: l'approche anthropologique, psychanalytique, intertextuelle, non pas pour elle-même, mais telle que pratiquée par des littéraires pour des littéraires. Je commence par la dernière, n'ayant quant à moi rien à en dire. J'ai seulement entendu dire, connaissance du premier genre, dans un colloque point trop ancien septembre 2002, qu'il était vain, médiocre, misérable, carrément absurde, de prétendre définir, circonscrire, diviser le libertinage, car à défaut de constituer une structure anthropologique immémoriale, il a d'évidence une permanence intertextuelle de Platon à nos jours, via moult auteurs et textes à citer de préférence en leur idiome natif, comparatisme et pédantisme obligent. Erreur épistémologique, errance précritique, carrément prékantienne, carence de pion castré, que de prétendre canaliser et mesurer quand le propre d'Eros est de circuler, infiltrer, infuser partout et toujours. J'avoue misérablement que ces sublimités me dépassent. 1. La psychanalyse littéraire, par et pour littéraire, est plus accessible au vulgaire. Mon propos ne s'adresse ni à la psychanalyse, ni aux psychanalystes professionnels que leur pratique met en situation d'éprouver, de travailler les concepts analytiques, freudiens ou autres, sur des corps souffrants et parlants. Qu'il leur vienne l'envie de parler de Crébillon, de Laclos, du libertinage, c'est leur affaire, pas la mienne. Je n'ai en vue que les amateurs, réduits comme moi à une connaissance purement livresque, par ouï-dire. Pour ma part, je l'exclus par principe de mon travail, mais c'est une affaire qui me regarde seule, dont je ne me vante qu'avec retenue, et pourtant sans excès de scrupules, ni même d'effroi exagéré du ridicule. Il m'a fallu beaucoup de temps en réalité pour l'admettre, puis l'avouer, bien plus que pour renoncer aux grandes promesses de la linguistique si fortes en ma jeunesse. Plus de critiques littéraires non linguistes, prophétisait Jacobson, à ma grande honte secrète. Je vais examiner ce qu'un littéraire et amateur freudien pense des liaisons dangereuses. Soit donc l'ouvrage de P. Bayard, Le paradoxe du menteur, les éditions de Minuit 1993. Après lecture des fiches biographiques, P. Bayard s'interroge sur le mystère Laclos. Premier problème. Pourquoi a-t-il pu écrire son roman, alors que sa correspondance révèle un mari amoureux fou d'une seule femme, la sienne, et sa vie un militaire petitement carriériste? Deuxième problème. Pourquoi n'a-t-il pu en écrire un autre? Troisième problème. Pourquoi a-t-il pu écrire Sa machine à rendre fou, page 16, sans le devenir? Ces 3 questions dramatiques ont ceci d'intéressant. 1. Qu'elles n'offrent aucune possibilité de réponse démontrable. L'auteur parle lui-même de fiction biographique, page 16. Tout ce qu'on pourrait timidement lui suggérer, c'est que Laclos semble avoir écrit Les Liaisons, qu'on n'a pas à ce jour retrouvé d'autres romans, qu'il n'est pas devenu fou assez visiblement pour qu'on s'en aperçoive. Peut-être faut-il parfois se résigner à admettre la contingence. Dur travail, comme on sait, où la psychanalyse n'est quelquefois pas de trop. 2. Qu'elle n'offre pas le moindre intérêt pour comprendre le roman. Pourquoi faut-il alors les poser comme préalable? Parce que la méthode psychanalytique, pour P. Bayard, ne peut s'intéresser qu'aux relations, à double sens, entre l'homme et l'œuvre. Elle doit donc postuler que les lois qui organisent la fiction recoupent souvent celles de l'inconscient, que les contradictions du texte, tiraillées entre le diable et la morale, sont aussi celles de l'homme qui écrit, page 15. L'évolution de Valmont parle pour une évolution de son créateur lui-même, page 17. Ainsi, la fiction peut tenir lieu de cure sans débourser un sou. Laclos produit le roman, qui produit un autre Laclos par une authentique expérience intérieure, que la psychanalyse appelle un travail d'élaboration, page 16 à 17. Conclusion. L'énigmatique coupure entre le général Galonnet et l'écrivain d'un seul livre se résorbe, l'auteur et son héros, saisis au départ comme nous tous par la peur des femmes, finissent tous deux par dire à la femme qu'ils aiment « Vous êtes tout pour moi », page 20. Il faut bien l'avouer, arrivé là, à la fin du premier chapitre, on respire mieux. Car on comprend enfin pourquoi Laclos n'a plus écrit, et pourquoi il devait absolument écrire ce qu'il a résolument écrit. C'est que Laclos ne fit pas l'erreur de Valmont. Ayant rencontré une femme qu'il aimait et dont il était aimé, il se garda de lui envoyer une lettre de rupture et il cessa d'écrire, page 20. De la psychanalyse, comme bluette et baguette magique, et boussole du bon sens en amour.
La seule chose qu'on comprenne un peu moins bien, c'est pourquoi le critique, après un tel effort, ne cesse pas lui aussi d'écrire. Mais c'est que le roman du roman n'est pas fini. Un travail d'élaboration critique nous attend, les fondations méthodologiques une fois aussi solidement bétonnées. Il nous reste en effet à apprendre que les liaisons ne sont ni un texte édifiant, ni un texte libertin, page 21. C'est que le vice n'y est ni antipathique, ni inefficace, ni puni, ibidem. C'est que la mort de Valmont n'a nul rapport avec la trame du texte, ou la logique des choses. On incriminera au mieux la faute des lettres qui traînent très imprudemment. C'est que Madame de Merteuil s'en sort plutôt bien, car elle garde les diamants et rien ne dit qu'elle soit défigurée, pure rumeur. Alors, livre totalement immoral ? Pas vraiment, non, vraiment pas. Certes, les raisons principales sont extérieures à l'œuvre, mais elles ne sont pas négligeables puisqu'elles tiennent à ce que nous savons de la personnalité de l'auteur. Pages 22 à 23, Saul. Par mois. On interprète un roman, réalité visible, par la personnalité d'un homme dont nous ne savons à peu près rien. Donc, il s'agit plutôt d'un jeu d'écriture, que d'un projet où domineraient les fantasmes d'agression, typiques d'une littérature véritablement perverse, page 23. Ces citations, qui démarquent en gros R. Pomo, le prouvent. La simple logique conduirait à ne pas renvoyer dos à dos les deux thèses, moralité-immoralité, tandis que la rigueur intellectuelle devrait inciter à les discuter un peu plus sérieusement. Car aucun de ces arguments n'a la force qu'on leur suppose avec une belle confiance dans la parole des maîtres. Mais c'est que P. Bayard, après R. Pomo, est pressé de butiner M. Delon. Apparaît alors l'idée à la mode d'indécidabilité des énoncés dans les liaisons, régale des étudiants néophytes ou un peu instables, P26SQUARE. Ambigu Valmont, cela va sans dire, ambigu encore davantage, Madame de Merteuil, monstre incontestable et grande figure annonciatrice du féminisme, grande figure de la défense des femmes, énonciatrice d'un grand texte sur la libération de la femme, d'une grande page de la philosophie des Lumières. Pas moins et sans plus de discussion dans la grande page 33. Manifestement, la psychanalyse s'accommode sans peine des approximations et des clichés. Qu'importe, l'urgent est que le paradoxe inscrit dans le titre pointe le nez au milieu de ces jumeaux indécidables, ils prolifèrent comme dans Matrix, et qu'après R. Pomo et M. Delon on aille maintenant rendre visite, toujours nuitamment à J. Starobinski. L'indétermination généralisée des liaisons interroge sans cesse et torture sans fin la transparence rousseauiste, page 34. La clos, ou l'obstacle à la transparence par la pensée du paradoxe. A-t-on en effet assez remarqué que les libertins se masquent et ne disent pas toujours la vérité ? Que les liaisons produisent un discours pluriel, une sémiotique contradictoire où toute vérité s'efface, y compris pour les acteurs qui croient tout maîtriser sans rien comprendre à rien ? Où est l'apport du discours freudien dans ce florilège de thèmes empruntés avec une louable déférence universitaire, y compris l'indécidabilité, le terme majeur qui guidera cette étude, page 39. Dans le lien entre structure paradoxale et sujet freudien, chaque personnage étant un sujet séparé d'avec lui-même, page 53. Tous obéissent à une logique inconsciente, la logique de l'inconscient qui fait la modernité intense de la clos, bien supérieure à celle du malheureux et transparent Rousseau. Par exemple, dans sa narration à Valmont de l'épisode où elle triomphe du redoutable libertin Prévent en le déshonorant sous l'accusation d'un viol imaginaire, lettre 85, Madame de Merteuil ne peut percevoir l'essentiel qui est aussi le plus évident, l'objet de sa lettre est sa rivalité avec Valmont, page 58 Saul. Par mois. L'essentiel dans ce récit qui donne à voir tout le mécanisme des liaisons, c'est un manque constitutif. Triviale question à un lecteur aussi perspicace car armé de la bonne doctrine. Comment explique-t-il que l'inconscient du personnage, son manque caché de sujet freudien, lui saute aux yeux avec autant d'évidence, comme il le souligne lui-même très ingénument ? Ne serait-ce pas que la rivalité entre Valmont et la marquise domine depuis le début toute leur correspondance ? Comme aucun lecteur, fût-il le plus vulgaire, le plus épais, le plus étourdi, ne peut le manquer ? Pourquoi la libertine, qui s'est dévoilée jusqu'au tréfonds dans la lettre 81 au même Valmont, choisit-elle précisément Prévent, sinon pour ridiculiser son partenaire et rival en libertinage, qui lui conseillait de ne pas se mesurer à un si dangereux adversaire ? Est-il raisonnable de supposer, chez Valmont comme chez Madame de Merteuil, une cécité, et pour tout dire une bêtise que tout dément, qui sape le roman dans ses fondements ?
Ainsi, la marquise va choisir la guerre, va jeter à la face de son partenaire et complice contre toute prudence sa joie orgueilleuse de triompher de lui, sans avoir soupçonné un seul instant que dans la joute intralibertine et la lutte des sexes, il était un rival, son seul et authentique rival. La vérité centrale de l'action, de la construction romanesque ne serait accessible que par le secours freudien, qui revient en fait à fausser aussi bien la compréhension des personnages que le travail du romancier et la fonction du lecteur. On voit aussitôt que cette radicale torsion est absolument requise. Sans elle, le livre sur la pensée paradoxale ne peut plus s'écrire. La psychanalyse, sous couleur d'éclairé, fonctionne en fait ici comme un indestructible et terrible obstacle épistémologique, qui s'ajoute pour les aggraver aux postulats empruntés à R. Pommeau et M. Delon. Je tente de les discuter dans le vice en bas de soi. S'il faut à toute force chercher de l'impensé, je le trouverai beaucoup moins chez le romancier et ses personnages que chez le critique. Au lieu de se précipiter sur Freud, bien ou mal interprété, peu m'importe, P. Bayard eût été bien inspiré de lire Laclos en traquant l'a priori, de soumettre à une critique serrée les thèses dominantes, et pourquoi pas de réouvrir Crébillon. Celui-ci lui aurait par exemple permis d'approcher l'épisode du viol de Cécile de manière bien moins fumeuse, page 47-48. Réitérant sans relâche la même thèse, il trouve l'occasion à propos de ce récit contradictoire du même fait, lettres 96-97, de poser la question préalable suivante. Mais s'agit-il d'une scène d'amour ou de viol, puisque sur la base de faits identiques les deux versions de Valmont et Cécile diffèrent à partir de ce facteur crucial qu'est dans une relation sexuelle la question de l'intention des acteurs ? Page 47. Or s'agit-il, concernant un roman du XVIIIe, et d'un roman qui travaille si évidemment sur une longue tradition inaugurée 50 ans auparavant par Crébillon, de l'interroger d'abord en fonction d'une idée générale de la relation sexuelle en général, ou en relation avec une problématique du désir sexuel, du sentiment et des normes socio-morales parfaitement exposées par Crébillon ? Par exemple dans La nuit et le moment, et Le hasard au coin du feu. Il aurait alors soupçonné qu'il n'y a aucune incompatibilité des points de vue qui est le signe de la pensée du paradoxe. Page 49, entre la version de Valmont et celle de Cécile. Mais la mise en récits épistolaires d'une réflexion à cette date très banale sur les rapports du corps, du cœur et de la pensée. La lettre de Cécile confirme entièrement la doctrine crébillonienne du libertinage comme mise en pratique, ici par Valmont au nom de Madame de Merteuil, d'un savoir empirique sur la nature humaine, fondement anthropologique du libertinage dans lequel s'inscrit Laclos. Se poserait alors en termes précis et vérifiables, relevant d'une démonstration, la question littéraire, poétique, P. Bayard dirait poétique, de l'apport de Laclos dans le traitement d'une scène si manifestement crébillonienne. Car il y a bien un apport, qui tient entre autres au dilemme définitoire de Valmont, partagé entre son amour de Madame de Tourvel, qu'il n'ignore nullement au rebours de ce que veut croire P. Bayard, et sa volonté vitale de rester un libertin, de persévérer dans son être, d'en maintenir coûte que coûte la cohérence menacée par la passion amoureuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.